Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour, Excellence. Bonjour. Bonjour, Excellence. Eh ben, le plaisir, c'est pour nous. Comme vous le savez, nous sommes heureux de recevoir des gens de grande qualité, de grande crédibilité, parce que votre expérience et aussi votre vécu nous permet aussi à permettre aussi par notre intermédiaire à notre auditoire d'être averti et d'être au courant de la réalité des choses. L'objectif de cette émission, comme vous le savez pertinemment, monsieur l'ambassadeur, c'est de clarifier et de décrypter le réel sans langue de bois et sans prise parti auprès de qui que ce soit. Notre objectif, c'est l'information et l'information crédible venant des gens crédibles. Bah oui, je pense que c'est le rôle aussi des médias, normalement d'informer et d'essayer de développer le sens critique aussi de leurs auditeurs et téléspectateurs, quand il s'agit de télévision, certainement. Justement, Excellence, comme vous le savez, hein, donc il y avait récemment un sommet Europe-Afrique, un sommet qui a connu un grand nombre de présidents quand même, qui passe dans des moments très difficiles, il faut l'admettre. Le dossier de l'immigration, entre ce qui se passe en Libye, entre bien sûr la crise africaine, mais aussi la crise européenne, il ne faut pas l'oublier. Certainement. Et il y a un fond de crise, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des promesses dans l'air, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que la réalité suivra ou suivra pas? C'est un autre débat. Et ma première question, puisqu'on parle de la France, et M. Macron a marqué plein d'esprits, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec son intervention, mais aussi avec la vision politique que lui a annoncée. On parle d'une politique autre hein, qu'on a l'habitude d'entendre. Ma première question, est-ce que la politique postcoloniale de la France est toujours d'actualité ou pas? Bah écoutez, a priori, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, mais enfin en tout cas on en voit encore de beaux restes. Il me semble que dans le ton plus que dans le contenu finalement, on voit malheureusement qu'il y a des constantes dans l'approche des problèmes du continent africain et dans l'approche des relations de la France avec les pays de ce continent, qu'ils soient du nord ou du sud de l'Afrique. Et c'est ça qui est un peu préoccupant. Certainement, il y a de bonnes intentions qui sont exprimées, c'est-à-dire qu'il faut changer la nature de la relation, qu'il ne faut plus de ceci, il ne faut plus de cela, il faut avoir une nouvelle approche. Mais globalement, c'est vrai qu'on voit bien qu'au détour d'une phrase, que l'approche n'a pas changé sur le fond. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est ça ce que je note. Et puis, il y a aussi un certain refus, peut-être, d'admettre les responsabilités et les disons, des pays européens et autres, d'ailleurs, pays occidentaux, dans les problèmes qui affectent le continent. Je pense notamment, quand on parle de la Libye, au problème de l'immigration, il y a quand même quelque chose, un fait qui a été très très largement escamoté, même complètement escamoté, puisqu'on n'en voit pas une seule mention, c'est la responsabilité, enfin, disons, l'impact énorme de la crise libyenne en 2011, qui est le point de départ de toute la déstabilisation de la région, et qui est nullement évoqué, dont on ne voit pas un seul mot. Alors que c'est au fond le fond du problème, quoi. Oui. En 2011, l'intervention de l'OTAN, à savoir, et la destruction de l'État libyen complètement. Je parle pas seulement de la liquidation du chef de l'État, mais la destruction de l'État libyen et la déstabilisation et son transformation de ce qui était malgré tout un État libyen, du Jamaïria, mais en un nombre infini d'entités qui toutes revendiquent le pouvoir, qui font une situation chaotique. Voilà. Ce que je voulais dire en début, parce que ça n'a pas été signalé, ça, je crois qu'il n'avait pas été question ni dans le sommet Europe-Afrique, ni d'ailleurs à Ouagadougou, dans la visite qu'a faite le président Macron, pour notamment la fameuse interview devant les étudiants et les étudiantes. Eh bien, je pense qu'il n'a pas été dit un mot de ça. On parle toujours de la déstabilisation et du chaos qui règne en Libye, sans jamais dire un mot sur quel est le départ de ce chaos et quels en sont les responsables, ou quels sont ceux qui partagent les responsabilités de ce chaos. Justement, puisque vous parlez de la Libye, Excellence, donc il y avait une réunion, donc je crois vous le savez pertinemment, donc une réunion entre l'Europe, quelques pays européens et aussi quelques pays africains, ce dossier d'esclavagisme et surtout une sorte de force, j'ose dire, qui pour acheminer un petit peu ces gens qui sont détenus par des groupes sur place. Mais la question qui se pose, ces groupes, qui c'est qui les finance, qui c'est qui les soutient? Écoutez,
écoutez, ce qui c'est qui les finance, je pense que d'abord ces groupes n'existeraient pas, ils n'existaient pas avant 2011, ils existent maintenant, parce qu'il y a une situation de chaos en Libye. Alors les groupes en fait profitent du désordre pour proliférer. On sait que la crise, la guerre de Libye, finalement, et la façon dont elle s'est déroulée et dont elle s'est non pas terminée, mais dont la phase critique, la destruction de l'État libyen a été suivie, ça semait le désordre dans toute la région. Et ça a été la source de tous les trafics de drogue, de migrants, d'armement, de mercenaires, de toutes sortes, de combattants et de terrorisme, bien évidemment, diffusion du terrorisme. Et c'était à l'origine aussi, ça déréglait complètement toutes les routes migratoires, puisque le colonel Kadhafi, lorsqu'il était vivant et au pouvoir, peu importe ce qu'on en pense, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais je crois qu'il y avait un État libyen et il y avait en fait les migrants en réalité ils venaient s'installer en Libye et puis point final il n'y avait pas de flux migratoire massif comme il y en a eu après ni d'ailleurs il n'y avait pas de vente d'armes, il n'y avait pas de trafic de mercenaires, de combattants perdus, de je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est finalement la fin de l'État libyen qui a signé le début du désordre dans toute la région. Justement, parce que la question qui se pose, Excellence, c'est que simplement le pays le plus proche à la Libye et le plus touché par rapport à cette affaire, et je crois qu'il y a un œil de près par rapport à ce qui se passe en Libye, c'est l'Italie. Oui, certainement. Ah oui, l'affaire, notamment le rôle que joue Lampedusa, mais enfin aussi parce que l'Italie, c'est une puissance coloniale en Libye notamment, et c'est pour ça de là vient son intérêt, disons, pour la crise libyenne, la guerre libyenne, et sa participation d'ailleurs à l'entreprise libyenne. Bon. Et puis ensuite, c'est vrai que l'Italie, par le biais de la Sicile et de quelques îles comme ça, est le pays le plus proche des côtes libyennes, quoi. C'est vraiment pas très très loin. Et donc l'Italie est très intéressée. Alors au moment de la crise libyenne, l'Italie a eu une position qui était un peu surprenante, puisqu'ils ont fini par se joindre à la coalition occidentale. Il y a l'intervention de l'OTAN, mais bon, alors qu'on disait qu'il y avait des relations, on avait découvert à l'occasion de la guerre de Libye en 2011, on avait découvert finalement que les relations de l'Italie avec la Libye étaient plus intenses que celles de l'Italie avec ses partenaires de l'Union européenne. C'est ce que l'on disait, du moins. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en tout cas, c'était d'une grande intensité et des relations, en quelque sorte, liées à la colonisation lointaine, disons, au moins dans le temps, de l'Italie par rapport à la Libye. La question que se pose, Excellence, pourquoi l'Italie n'a pas joué un rôle dans la stabilité de la Libye? Dans la stabilité de la Libye. Pendant la période. Elle a joué un rôle dans la déstabilisation de la Libye, alors on ne peut pas jouer pour la stabilité et la déstabilisation. C'est vrai qu'on pouvait s'interroger pourquoi, mais parce que c'était un pays européen, un pays de l'OTAN, et l'Italie est un pays en pointe dans ce qui concerne l'OTAN, et à partir du moment où c'est l'OTAN qui, suite à une résolution des Nations Unies qui ne prévoit pas du tout d'intervention de l'OTAN, d'ailleurs qui prévoit l'intervention d'États membres, mais l'Italie ne pouvait guère que dire oui et ne pouvait pas dire non. Au détriment de ses intérêts. Oui, au détriment de ses intérêts peut-être, puis remarquer les intérêts, ça vient. On peut compromettre certains intérêts, puis en retrouver d'autres après. Finalement, dans le désordre ambiant en Libye, je pense que le désordre n'est pas valable pour tout le monde. Il y en a plein de gens qui y trouvent leur compte. C'est-à-dire dans tout ce qui s'est passé en Libye, il y a eu quand même tout cet argent qui a été saisi, les sanctions internationales, les fameux milliards de Kadhafi qui ont été gelés, en fait, qui ont été volés, qui ont été détournés, qui ne réapparaîtront jamais à la surface. Ça n'a pas été perdu pour tout le monde, très très certainement. C'est des sommes considérables par centaines de milliards. Ah oui, donc dans le désordre aussi, il y a l'intérêt. Donc oui. La question qui se pose, Excellence, c'est que simplement le président Macron, et en plus on l'a bien constaté, comme quoi la France, c'est un petit peu l'élève brillant de l'Europe envers l'Afrique. Et sachant que dans cette Afrique, il y a aussi des pays anglophones. Et d'autres, comme on vient de l'évoquer, l'histoire de la Libye, il y a d'autres pays qui ont été colonisés par l'Italie et d'autres. Et quand on voit Monsieur le Président, c'est lui qui avec son énergie, que tout le monde l'a reconnu, c'est énergétique, ce qu'il propose. Est-ce qu'il est, d'après vous, il est suivi par l'Europe? Je ne sais pas. Vous savez, de toute façon, les paroles, ça n'engage que ceux qui les prononcent. Je suis pas sûr. Il y a beaucoup dans les discours, par définition, il y a avant tout des paroles. Après, suivi des faits, on ne sait pas. Peut-être, après tout,
dans tout, le président Macron, je pense, essaie de présenter quelques nouveautés et quelques innovations. Il ne manque peut-être pas d'énergie. Reste à savoir s'il a la capacité de traduire tout ça en actes. Ce qu'il y a de savoir. Alors après, les partenaires européens, vous savez, dans les sommets, on dit beaucoup de choses. Les sommets Europe-Afrique, c'est une grand-messe en quelque sorte à double célébrant, le côté européen et le côté africain. Des deux côtés, il faut faire la part du verbe et puis la part de l'action. Et en général, il y a un clivage, un décalage entre les deux. Je pense que dans tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été dit, les priorités, je vois là les drames évidemment de l'immigration clandestine au centre du sommet, l'éducation, la formation, la paix, la sécurité, les investissements, l'immigration et la mobilité. Alors tout ça, ça fait des priorités, mais on voit pas très bien comment on pourrait échapper à ces priorités si on veut qu'il y ait un communiqué commun à la fin, quoi. Mais sur le fond, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Le côté le plus sensible, manifestement, c'était ce problème des migrations et leur contrôle. Alors, et la lutte contre le terrorisme, parce que les migrations, disons, la crise libyenne a entraîné donc une diffusion des trafics de tous ordres, de la drogue, des migrants, des matières premières, de l'argent, des hommes, des femmes, etc., etc. Et puis des combattants et du terrorisme, une diffusion du terrorisme. Notamment dans toute la zone qu'on appelle Al-Qaïda au Maghreb islamique, la zone d'action de l'AQMI. Al-Qaïda au Maghreb islamique, ça, c'est un résultat de la crise libyenne. Au départ, quand on disait ça, tout le monde ricanait. Maintenant, personne ne ricane plus parce que c'était bel et bien la vérité. La crise libyenne est toujours à l'origine de toute la déstabilisation de la région, entre autres, dans tout ce que l'on a appelé, à tort, l'épidémie, j'allais dire, des printemps arabes en 2011. La Libye, donc la crise libyenne a été une étape importante dans cette affaire, puisqu'elle a marqué, au fond, la première des interventions ouvertes et sans se cacher, quoi, je dirais, à la fois de certains régimes de la région et puis des pays occidentaux. Alors, la Libye, désormais, elle a bon dos. Maintenant, on peut se lamenter sur le désordre des autorités, les Libyens qui font ceci, qui font pas cela, mais toute cette situation n'existait pas encore jusqu'en 2011, elle existe depuis ce temps-là. Et ça, qui ne veut pas le prendre ça en compte, même sans le dire, mais au moins le prendre en compte, eh bien, il a grandement tort et il ne peut pas comprendre ni apporter un remède à la situation, parce que c'est ça le fond du problème. Ça, c'est ce qu'on appelle un angle européen. Mais aussi, il y a un angle africain qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, voilà. Et cet angle africain, il s'est manifesté avec un certain nombre de concepts, et d'interrogations. Et je vais essayer de vous les étaler, si vous le permettez, Excellence. Alors, donc, la première, c'est la jeunesse. Oui. Voilà, la jeunesse africaine, c'est presque 70-75% de la population africaine, ce sont des jeunes. Deux, la manque de la démocratie dans ces pays. Ce que j'ai entendu parler, et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce fameux impôt colonial, la nouvelle monnaie africaine. Tous ces éléments-là créent un amalgame. Et j'aimerais bien, si vous le permettez, de m'expliquer un petit peu. Déjà, qu'est-ce que c'est que cet impôt colonial? Est-ce qu'il existe toujours? Ou bien c'est un terme qui est utilisé comme ça? Et pourquoi cet impôt colonial? Et est-ce qu'on est arrivé à sa fin déjà? Écoutez, en ce qui concerne l'impôt colonial, je pense pas que ce soit un impôt qui soit levé comme ça. Ce label, c'était une expression qui a peut-être sa réalité. On disait finalement que les métropoles, dans les faits, non pas en théorie, ça n'existe pas sur le papier, ça existe, mais dans l'analyse, que au fond les relations entre les ex-métropoles et les ex-pays colonisés, finalement étaient telles que quand on faisait le bilan, notamment financier, il y avait une sorte d'impôt colonial, quoi. Mais je crois pas que ça aille au-delà, mais c'est déjà considérable. Quand je dis je crois pas que ça aille au-delà, ça veut pas dire que c'est en minimiser l'impact. Je pense que c'est une réalité, enfin autrement dit une dépendance, et qu'on fait payer encore, je dirais les pays qui ont été colonisés, on les fait payer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle après les indépendances. On fait payer encore cette sorte d'impôt qui ne dit pas son nom d'ailleurs, ce sont des théoriciens ou des observateurs ou des critiques qui disent ça, mais ça existe bien, je crois que c'est vrai. Et je pense que l'histoire de la monnaie, par exemple, est une affaire extrêmement importante. On dit même que cette histoire de la monnaie est une monnaie qui pourrait remplacer le franc CFA ou remplacer au fond les monnaies étrangères sur le continent africain, que
et les initiatives de Kadhafi pour essayer d'établir une certaine unité monétaire du continent, qui aurait été à l'origine de la guerre de Libye et de l'agressivité de tel ou tel pays contre le régime libyen, contre la Jamaïria. On dit que ça a été une initiative, que ça déplaisait, que c'était intolérable pour telle ou telle puissance. Pas seulement les Européens d'ailleurs, mais pour les Occidentaux de façon générale. Et donc, l'histoire de créer une monnaie commune, que beaucoup d'Africains, enfin je parle des Africains, c'est-à-dire des citoyens des pays qui sont sur le continent, qui habitent le continent africain, que c'est une idée qui trotte dans beaucoup de cervelles, d'avoir une monnaie indépendante, des institutions financières indépendantes, et de se libérer, de récupérer au fond, collectivement ou individuellement, une souveraineté monétaire, qui est une part importante de la souveraineté. On le dit toujours quand il s'agit des pays occidentaux, des pays européens. Bon, il faut le dire pour tous les pays, la souveraineté monétaire, ou bien elle est effective et elle est importante pour tout le monde, ou bien elle ne le serait pour personne. Moi, je crois qu'elle l'est pour tout le monde. C'est une pièce importante, comme la souveraineté diplomatique, militaire, politique, économique, financière, etc. C'est une souveraineté qui est importante, souveraineté monétaire. C'est l'un des symptômes régaliens d'un État, disons la monnaie. Bien sûr, bien sûr. Mais le souci qui se pose, Excellence, que simplement les présidents de ces pays africains argumentent leur déclin par ces contradictions quelque part. Cette histoire, comme vous venez de l'expliquer, l'histoire de cet impôt colonial, l'histoire de ce franc, cette monnaie africaine qui piétine, qui peut pas avoir lieu, vu que tout simplement il faut avoir des fonds de garantie, il faut avoir une stabilité, il faut avoir un accord international aussi par rapport à l'FMI, les autres monnaies qui sont pas l'euro, il y a d'autres monnaies qui sont ailleurs. Bien sûr. Est-ce qu'ils acceptent réellement? Donc le jeune Africain dans cette affaire, c'est ça qui m'interpelle moi. Le jeune Africain qui se trouve dans un étau entre un pays qui est son pays d'origine, où il se trouve coincé avec des réalités, et en même temps avec son souhait d'immigrer, et qui se trouve soit esclave, soit qui perd sa vie soit en Méditerranée, soit ailleurs. Comment peut-on s'en sortir de cette réalité? J'aimerais bien vous annoncer une chose qui est assez importante, parce qu'il y avait mon invité, ça fait 3 ans en arrière, donc Monsieur Ducrot, le ministre d'État belge, à qui je lui posais la question sur cette coopération de l'Europe avec l'Afrique, et il m'a sorti une phrase qui est assez importante quand même. Il m'a dit: monsieur, il est temps que l'Europe accepte une taxe civilisationnelle pour sa stabilité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne sais pas ce qu'il entendait par là, mais enfin c'était comme... C'est-à-dire l'implication de 6 pays européens à promouvoir... Ah oui, bien sûr, oui. Vous savez, c'est ce que certains ont appelé, c'était le pourcentage du PIB qui devait être consacré à l'aide au développement. Mais la simple idée d'aide au développement, vous savez, c'est un dé un petit peu pipé. Ça a bien sûr une certaine réalité, puis une certaine valeur. Mais en réalité, quand on voit l'ensemble... souvent on se demande à qui profite l'aide au développement finalement. Je parle même pas en termes de démocratie dans les pays bénéficiaires, mais même entre le pays donateur et le pays bénéficiaire de l'aide, je dirais. Souvent, c'est vrai que si on fait le détail et si on rentre dans le fond des choses, on se dit mais où passe donc qu'est-ce que c'est que l'aide au développement? Est-ce que c'est pas seulement quelque chose qui permet d'appesantir encore la tutelle de l'ex-puissance coloniale ou de l'ex-puissance dominante? Bon. Je pense à la taxe civilisationnelle, oui, c'est vrai que mais bon, je ne vois... de toute façon, on voit mal les États, européens accepter de payer une taxe civilisationnelle pour leurs anciennes... les pays de leur mouvance coloniale. Et puis, ça serait combien? Ça serait certainement pas un montant qui serait à la hauteur des besoins des pays concernés, sûrement pas. Je crois qu'il est plus important de voir les structures telles qu'elles sont, et d'essayer de créer des structures indépendantes sur le continent africain, et de rendre ces pays, non pas, couper les liens avec tout le monde, y compris avec leurs anciennes puissances coloniales, mais, de rétablir une certaine égalité réelle, et d'établir une indépendance, une autonomie, une liberté de choix, y compris politique, et pas cette dépendance qui fait que, finalement, moi je le pense profondément, les pays de l'Union africaine, par exemple, qui a plus d'ambition que son ancêtre qui était l'Organisation de l'Unité africaine, c'est vrai quand même que du point de vue financier, économique et du point de vue de l'approche des problèmes du continent, elle n'a pas beaucoup changé, à savoir qu'on envisage difficilement une initiative, si mince soit-elle, sans faire appel, je dirais,
à l'extérieur, notamment aux Européens, à l'Occident, aux Nations Unies. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de... J'ai l'impression, ça donne cette impression, c'est peut-être que je suis pas malveillant du tout, mais je pense que où je cherche la petite bête, mais je trouve que c'est la première impression, je crois que beaucoup d'Africains l'ont, que finalement l'Union africaine, les chefs d'État africains ont de la peine à lever le petit doigt sans demander la permission, je dirais, à leurs anciennes métropoles, quoi. Écoutez, le président, Monsieur Macron, il a dit, il n'y a plus de politique africaine de la France. Il a parlé d'un franc-parler comme quoi nous n'avons plus... débrouillez-vous quelque part. Donc c'est à vous d'arranger votre ménage. Hein. Non, mais il a raison de dire ça, hein, que c'est vrai que tout le monde... on peut pas, disons, les indépendances, ça remonte maintenant pour beaucoup de pays à plus de 50 ans. Pour certains pays, ça remonte presque à 60 ans. Et c'est vrai qu'il est un peu futile. C'est peut-être juste encore, mais d'impliquer la responsabilité des ex-puissances coloniales pour les rendre responsables de tous les malheurs. Mais tant qu'il y a une certaine ambiguïté dans les relations, c'est vrai que c'est toujours, ça reste légitime d'impliquer cette responsabilité. Tant que le lien colonial est remplacé par un lien néocolonial, eh bien ma foi, il n'est pas idiot de dire que l'ex-métropole est un peu responsable quand même. Alors l'immigration, par exemple, et l'émigration et les migrations sont un résultat quand même, c'est pas le hasard si, disons, en général, les mouvements migratoires, ils vont d'une ancienne colonie vers une ancienne métropole, quoi. C'est quand même comme ça que ça présente. Il y a beaucoup d'exceptions. Enfin, en gros, le mouvement général, c'est bien ça. Donc c'est bien une raison historique qui fait que, pour des raisons X ou Y, il y a un tropisme très très fort pour aller chercher refuge ou chercher une vie meilleure dans l'ex-métropole. Celle-ci n'est d'ailleurs pas toujours très accueillante, et ça peut se terminer quand ça se passe dans un climat de confusion, de désordre, de chaos, parce que quand même tous les mouvements migratoires, c'est particulièrement net pour les mouvements de ces dernières années, depuis 2011-2012, c'est qu'ils n'auraient pas existé avec cette ampleur et sur ces itinéraires et avec cette forme s'il n'y avait pas eu des guerres qui étaient quand même largement alimentées. Il y a un pays africain, je crois que vous le connaissez, c'est le Maroc qui essaie de faire des choses sur un plan africain et qui est soutenu d'une manière assez importante par la France. Qu'est-ce que vous en pensez de cette relation complémentaire entre deux pays par rapport à ce dossier d'Afrique? Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est très très bien. Le fait qu'un pays qui est sur le continent africain, disons, veuille jouer un rôle actif dans la promotion de la coopération avec le continent africain, je trouve que c'est assez naturel et c'est normal, et je trouve que c'est très très bien. Le Maroc, c'est un grand pays, il a plein de raisons de vouloir la stabilité du continent et de voir des relations en plus, donner sa place, de vouloir des relations, je dirais, apaisées avec le continent européen, et donc avec ses pays voisins autour de la Méditerranée et avec d'autres. Et donc, je pense qu'on ne peut que saluer et être satisfait de cette écoutez, entrée, juste pour vous dire, récemment, il y avait un titre du magazine Marianne. Ils disent que la France est infiltrée par le Maroc et d'autres Marocains qui disent que le Maroc est infiltré par la France. Donc moi je pense que cette infiltration elle est réciproque et c'est ça qui permet d'avoir cette combinaison de promouvoir leur projet commun en Afrique. Oui, je pense que bon c'est bien qu'il y ait d'ailleurs s'il y a même un projet commun. Je crois qu'en fait dans toutes les questions qui préoccupent les pays africains, les opinions africaines et les dirigeants africains, bien sûr, le problème, c'est d'éviter toute ingérence. Enfin, je pense que prendre de l'intérêt au problème de tel ou tel pays, oui, quel que soit le contexte historique ou autre, mais l'ingérence, non. Et surtout pas de paternalisme. Je pense que le paternalisme, je pense que ça compromet, je pense, y compris toutes les bonnes volontés et je dirais toute approche positive est compromise si elle est sur un ton paternaliste ou quelque chose qui sent un petit peu, qui donne des relents d'autrefois, si on veut. Et donc ça, je pense que ça a écarté. Alors pour le Maroc c'est un pays qui lui-même a souffert de telle ou telle situation de dépendance, même si c'est un petit peu longtemps. Maintenant, je pense qu'il faut
la France n'est peut-être pas des fois totalement dégagée de cet esprit et ça laisse des traces dans le subconscient des gens, y compris des dirigeants, et peu réussissent à échapper à ces réminiscences, disons, de la colonisation, de ceci, de cela, et ont une approche finalement qui est paternaliste, comme on dit, d'autres diront néocolonialiste carrément. C'est un peu condescendant, en train de donner des conseils, et puis en train d'avoir une approche un petit peu trop familière, je dirais, avec les dirigeants. Je pense que les liens de famille, c'est très très bien, mais pas en public. Je trouve que il faut prendre des gants quand même vis-à-vis des dirigeants d'États souverains. On ne s'adresse pas à eux n'importe comment, on ne peut pas d'esprit. Oui, là, vous parlez un petit peu de l'intervention de M. le Président écoutez, je ne... devant la jeunesse. On ne devinera pas de qui je parlais, mais enfin, c'est vrai. Mais c'est un exemple, il y a plein d'exemples, quand même, c'est assez fréquent qu'on se permette finalement, avec tel ou tel chef d'État, quelque chose qu'on ne se permettrait pas avec d'autres, c'est ça, c'est sûr. Et je pense que c'est un peu... Alors souvent, c'est pris un petit peu à la plaisanterie et à la légère. On dit, ça y est, il y a un lien de famille. Mais dans les familles, justement, tout le monde sait qu'un lien de famille, ça se soigne, et que notamment s'il y a bien un endroit où on ne peut pas dire tout ce que l'on pense, et avoir un abord tel qu'on le veut, qu'il soit un peu de hasard, un abord trop... C'est bien en famille, où il faut faire attention, y compris aux formes que l'on utilise quand on s'adresse à sa famille. Justement, Excellence, parce que si on prend cette affaire, en gros, il ne faut pas oublier qu'aussi les Africains, ils ont cette chaleur, cette familiarité, mon frère. Il y a beaucoup de choses qui se disent de cette manière par les Africains. Et si le président il s'adresse, je pense, lorsqu'il s'adressait de cette manière aux Africains, il essaie de montrer comme quoi il les comprend avec leur langage. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, mais disons, c'est une chose que les Africains, aient cette chaleur et cette façon de faire, etc. Mais elle leur est propre. C'est pas la façon souvent d'agir naturelle d'un chef d'État, par exemple européen ou occidental, qui sont souvent très soucieux du protocole, de la majesté des affaires et des discours, etc. Et donc, c'est vrai que ça peut être mal perçu, en tout cas. Les familiarités, je pense, peuvent toujours être mal perçues. Je crois que ça fait partie, vous savez, de l'amour-propre et de la dignité des États, même quand ils sont indépendants depuis un petit peu longtemps, mais ça fait partie de leur dignité, et ils entendent être respectés. Et je trouve qu'ils peuvent, à tort ou à raison, trouver qu'une plaisanterie, ça peut vite être un peu déplacé, quoi. Ça peut un peu choquer. Justement, il y a une question qui m'interpelle, Excellence, je crois que ça va être l'avant-dernière, si vous le permettez. L'Allemagne, on la voit, il est timide dans ce dossier Afrique. Oui. Mais, ce n'est pas un handicap réel de cette relation Europe-Afrique, vu l'importance de l'Allemagne. L'Allemagne a une présence prédominante en Europe, et je crois que ça doit déjà lui suffire. L'histoire africaine de l'Allemagne est une histoire quand même déjà très très ancienne, qui s'est arrêtée quand même grosso modo à la Première Guerre mondiale, avec des relents un peu lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a pas été très réussi. Et donc, depuis, je pense que l'Allemagne n'est pas très engagée en Afrique. Elle s'engage parce que c'est une grande puissance européenne et qu'elle a un rôle souvent dominant en Europe, mais je pense, c'est vrai qu'elle ne s'engage pas trop. Peut-être qu'elle laisse la France, qui a plus d'expérience, d'histoire, de pédigré, je dirais, en Afrique, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, c'est vrai, il y a une timidité de l'Allemagne qui n'ose pas trop se risquer, sur ce qui est pour elle une terre inconnue, un peu, pas une terre inconnue, mais une terre mal connue, plutôt. Je pense, du moins à l'heure actuelle. Et c'est le cas aujourd'hui, un petit peu avec l'Espagne, avec tout ce qui se passe en Espagne, avec cette histoire catalane. Et on voit comme quoi l'Espagne aussi, elle est timide, quelque part. Ah, ben oui, l'Espagne, si vous voulez, les plans de déstabilisation, je dirais que tous les projets de déstabilisation, etc., ça ne touche pas toujours que les autres. Il y a quand même beaucoup de déstabilisation dans le monde actuellement, et certains vous diront que des projets, des histoires comme... c'est pas réservé à l'Ukraine, c'est pas réservé aux pays arabes ou aux pays musulmans, c'est pas réservé non plus à l'Ukraine, mais ça peut toucher, y compris la Catalogne, que c'est un petit peu quand même des plans de déstabilisation qui ne sont pas tout à fait innocents, quoi. Que tous les pays peuvent être touchés, faut se méfier. Et ces plans-là,
ça vient d'où exactement? C'est une volonté politique? Écoutez, chacun a son idée là-dessus. Vous savez, vous pouvez trouver, par exemple, qui sont les responsables de la déstabilisation des États arabes et des États musulmans depuis, disons, 25 ans, et vous aurez une idée de qui peut être derrière aussi, enfin, de ne pas être étranger dans des histoires comme la Catalogne, etc., ou d'autres pays. Il n'est pas nécessaire d'être un pays arabe ou d'être un pays musulman pour être déstabilisé de l'extérieur. La Yougoslavie, à la mort de Tito, dans les années 90, on a fait la même expérience. Je pense que je vous laisse le soin de désigner vous-même ou de deviner. Je ne peux pas le faire pour double raison. Je n'ai pas assez suffisamment d'éléments pour en devenir, et en même temps, avec ma position, je ne peux pas y aller encore plus loin. Mais j'essaie de comprendre, surtout venant d'une personne de votre grandeur. Ça permettra de clarifier quand même. Ça permettra de clarifier aux gens et aux uns et aux autres, parce que ce que vous dites, c'est très important quand même. C'est très important. Je pense que pour l'Europe l'Europe dans sa configuration actuelle, est un ensemble extrêmement fragile, là, qui est disons, soumis à plein de tensions et de pressions. Et puis elle a des amis, elle a des ennemis. Des fois, ça va les servir en quoi si on déstabilise l'Europe? Si on déstabilise l'Europe, aux pays européens eux-mêmes, ça ne leur sert à rien, mais ils sont les victimes. Bien sûr. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Les pays européens peuvent être victimes de tentatives de déstabilisation. Il y a plein de raisons, mais ça nous entraînerait beaucoup trop loin pour aujourd'hui. C'est pas le débat. Bien sûr. Mais certainement qu'il y a des facteurs objectifs qui font que tout ça n'est pas dû au hasard. Il faudrait en parler avec des Espagnols ou des Catalans. Ils sauraient peut-être mieux que moi vous expliquer et vous le dire carrément. Moi, je ne vais pas trop m'aventurer sur ce terrain-là, mais enfin, j'ai ma petite idée, quoi. Écoutez, je serais heureux si un jour vous acceptez qu'on approfondisse le débat là-dessus. Ce sera une première, parce que c'est la première fois qu'on entend parler comme quoi aussi l'Europe est visée. Donc, jusqu'à maintenant... c'est clair que l'Europe a été visée déjà dans les Balkans à la fin de la guerre froide. Et donc, il y a d'autres pays, quand on voit toutes les tentatives c'est curieux qu'on voit... c'est en Europe, on voit beaucoup ces temps-ci de mouvements autonomistes, indépendantistes, irrédentistes, etc. Je crois qu'il y a aussi les États européens sont quelquefois fragiles et peut-être faut chercher qui a intérêt à les casser un peu. Les États européens. Écoutez, on va essayer de faire notre travail si on arrive à avoir une idée là-dessus. Je tiens à vous remercier infiniment, Excellence, par rapport à cet éclairage qui est fort intéressant et qui est avec un franc-parler. Je vous remercie de m'avoir invité, en tout cas. Sincèrement, c'est un grand honneur pour nous, et aussi c'est un cadeau, vraiment un cadeau de Noël, tout ce qu'on est en train de développer pour notre auditoire. Sachez-le que c'est un auditoire d'oreille fine, qui comprend entre les lignes. Certainement, ils ont bien compris votre message. Appréciez cette analyse un petit peu fine, mais aussi avec un franc-parler, avec une liberté de parler aussi. Je souhaite au Maroc une bonne année 2018, une bonne fête de fin d'année. Voilà. Écoutez, merci infiniment et bonne fin d'année. Merci infiniment, Excellence. Et joyeux Noël, même avant l'heure. Et que la paix revienne dans le monde, notamment dans les... On dit Inch'Allah, Inch'Allah. Notamment dans le monde arabe, dans le monde musulman et sur le continent africain globalement. Voilà. Merci. Et ailleurs dans le monde. Bien entendu. Merci infiniment, Excellence. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Arc-en-ciel, la chronique.